Hey, comment ça va? L'océanographe Tom, sa femme Julia et leurs deux enfants, Cassie et Ben, partirent pour une excursion en yacht dans la mer des Caraïbes. Pendant que Tom et Ben étaient occupés à pêcher et que Tia était distraite avec son téléphone, Julia décida de nager. Soudain, quelque chose la dérangea. Julia regarda autour d'elle, mais la mer restait calme, comme toujours. Cependant, elle ressentit une sensation claire de peur, comme si quelque chose de grand et dangereux se trouvait à proximité. En même temps, les instruments du yacht commencèrent à se comporter de manière étrange, mais Tom, distrait par la pêche, ne prêta pas attention. Pendant ce temps, Julia se sentait de plus en plus mal et commença à se noyer. Elle cria, mais sa famille ne l'entendit pas. L'eau semblait la repousser loin du yacht. Quand la situation devint critique, Tom entendit enfin sa voix. Il courut vers le gouvernail et dirigea le yacht vers Julia. Tom plongea dans l'eau et, avec l'aide des enfants, tira Julia à bord et l'encouragea. Tom était en colère, car il lui avait toujours demandé de prévenir lorsqu'ils allaient nager. Julia s'excusa et bientôt l'incident fut oublié. De plus, la famille avait une raison de célébrer. C'était l'anniversaire de 13 ans de Ben. Tom alluma les bougies du gâteau et tout le monde félicita Ben, qui reçut des cadeaux pendant que Si prenait une photo du groupe. À ce moment-là, le petit ami de Cassie l'appela. Il lui demanda des nouvelles de la plongée, mais soudain, une forte tempête commença de l'autre côté de la ligne. Cass s'inquiéta, mais son petit ami la rassura en lui disant qu'il était en sécurité. La communication se coupa. Cassie raconta à ses parents la tempête sur la terre ferme, mais alors tous ressentirent des secousses et coururent sur le pont. Ils virent d'énormes carcasses de baleines émerger autour du yacht. Tom expliqua que parfois les baleines se désorientent pendant les tempêtes, mais ces animaux poussaient le yacht menaçant leur sécurité. Tom plongea dans l'eau et revint vite à bord blessé. Il s'était coupé à l'hélice en essayant de comprendre ce qui se passait. Julia recoulut la cicatrice sur l'épaule de son mari et il expliqua que les axes du yacht semblaient être tordus, probablement à cause du coup d'une queue. Il était maintenant peu probable qu'ils puissent naviguer. Plus tard, Cassie tenta de rétablir la communication, mais il n'y avait aucun signal. La radio ne captait aucune fréquence. Tom commença à calculer les provisions. Il y avait assez d'eau pour environ 4 jours, rien de plus. Cependant, ils étaient sur une route de navigation, donc quelqu'un devrait les trouver. Des bruits étranges venaient de l'extérieur et, quand la famille sortit pour le pont, ils virent des objets brillants tomber du ciel. Ils tombaient de plus en plus près. Tom, prenant un risque, alluma le moteur et réussit à dévier le yacht du prochain météore. Mais le moteur fut finalement endommagé. L'objet suivant tomba si près que la famille put voir qu'il s'agissait d'un satellite artificiel de la Terre. Un vent fort se leva et les instruments devinrent fausses. La famille, terrifiée, se cacha à l'intérieur du yacht qui était secoué par les vagues. Ils mirent leurs gilets de sauvetage et se préparèrent au pire. Puis un étrange bourdonnement se fit entendre, causant des saignements de nez et des nausées. Tom tenta de demander de l'aide avec un pointeur, mais ce fut en vain. La famille survécut à peine à la nuit. Le matin, ils se sentirent soulagés de se retrouver vivants, mais il y avait un énorme trou sur le côté du yacht et il n'était pas clair pourquoi il flottait encore. La famille sortit et resta figée de surprise. L'eau avait disparu et le bateau était immobile sur un affleurement rocheux, au milieu d'un désert pierreux, là où il y avait autrefois un océan. Un certain temps après, Tom essaie de rassurer sa famille en disant que tous n'ont pas forcément péri. Il prend quelques mesures et se rend compte que la boussole est défectueuse. Le nord n'est pas là où il devrait être. Cela signifie que les pôles de la Terre se sont déplacés. Quelque chose comme ça s'est déjà produit sur la planète par le passé, mais il y a bien longtemps. On découvre que la mer s'est retirée là où la Terre était autrefois et probablement que l'humanité a péri. Cassie ne supporte pas cette révélation et court vers la cabine, demandant à être laissée seule. Julia va vérifier les provisions restantes pendant que Ben lâche plusieurs ballons colorés dans le ciel dans l'espoir que des survivants viennent à leur secours. Pendant ce temps, Tom allume la radio et commence à envoyer des signaux de détresse. De manière inattendue, il entend une réponse. C'est Nuto, le capitaine d'un petit submersible. Ils étaient tout au fond de la mer quand la catastrophe a eu lieu et c'est pour cela qu'ils ont survécu. Cependant, tous les systèmes de communication ont échoué et attendre de l'aide est inutile. D'après ses calculs, la mer reviendra dans environ une semaine et sera brutale. Nuto conseille de trouver un terrain plus élevé et d'y rester. Julia demande aux adolescents de préparer leurs affaires. Tom demande directement si le capitaine peut sauver ses enfants. Nuto explique que le submersible est trop petit. Malheureusement, le partenaire de Nuto est mort
bord et il ne peut emporter qu'une seule personne. Après quelques insistances, Tom convainc Nuto de prendre ses enfants et lui donne les coordonnées. Tom trace le chemin sur la carte nautique et promet d'arriver sur place dans quelques jours. Le matin suivant, la famille est presque prête à partir. Tom se rend sur le pont et soudain voit un homme avec un chien s'approcher. Il marche dans sa direction et le salue, mais remarque que l'homme est blessé. Tom offre un peu d'eau au voyageur qui boit et soudain lui porte un coup de poing au visage. Julia voit la scène et court vers son mari. Le voyageur enfonce une lance improvisée dans la poitrine de Tom. Le chien empêche Julia de s'approcher et elle reste paralysée de peur, se rendant compte qu'il n'y a aucune possibilité de sauver son mari. Elle court vers le yacht, mais l'homme la poursuit, lui faisant une blessure au bras. Malgré cela, Julia parvient à monter sur le pont et les adolescents, entendant ses cris, courent pour l'aider. Ensemble, ils ferment les portes de la cabine. Julia cache alors Cassie et Ben dans un armoire, donne à sa fille le pistolet de signalisation et lui dit de tirer uniquement en dernier recours. Pendant ce temps, le assassin tente de forcer les portes et réussit finalement. Julia se cache dans la salle de bain et soigne sa blessure. Le intrus entre et se dirige directement vers la cuisine, prenant un peu de nourriture. Il est clair qu'il a très faim. Tenant une boîte de conserve, l'homme commence à chercher le yacht, tandis que Julia s'arme d'un couteau de cuisine. Il entre dans la cabine, mais la femme saute dans l'eau, se cachant sous le yacht. L'assassin regarde par le trou, mais ne la voit pas. Cependant, le chien attaque Julia, la forçant à le tuer. L'homme entend le cri de l'animal, sort et trouve le corps du chien. Pendant ce temps, Julia monte à bord du yacht par un hublot de l'autre côté. Elle tombe directement dans les bras de l'assassin, qui la frappe, la jette sur un canapé et saisit sa gorge avec l'intention de l'étrangler. Cassie voit tout cela et se rend compte qu'il est temps d'agir. Elle sort de l'armoire et tire sur l'homme. Le tir le pousse sur le côté, mais le signaleur enflamme le yacht. Julia ordonne aux adolescents de fuir, tandis qu'elle se faufile vers la cuisine. L'assassin, toujours blessé, tente d'attaquer à nouveau. Julia le pousse loin, prend les valises prêtes et saute dans l'eau où Ben trouve le corps de son père. Cassie court jusqu'au cadavre et pleure sur lui. Julia embrasse son mari décédé, mais en voyant l'assassin sauter du yacht en flammes, elle prend les adolescents et fuit. Le bateau explose derrière eux. La famille court à travers le désert rocheux et se réfugie bientôt dans un canyon rocheux où il y a un ruisseau. Cependant, l'eau est salée et impropre à la consommation. Cassie partage un peu d'eau avec son frère, mais il refuse de boire. Le garçon se sent coupable, pensant que l'assassin est venu à cause des ballons. Cassie mentionne aussi cela, mais Julia lui dit d'arrêter et défend son fils, expliquant qu'il n'avait pas l'intention de causer des problèmes. Elle dit aux enfants de se préparer, car un long voyage les attend. Soudain, elle aperçoit à nouveau l'assassin, toujours implacablement à leur poursuite. Cette nuit-là, Ben trouve la carcasse d'un requin marteau et tente de la couper. Mais Julia voit le poursuivant se rapprocher et ordonne aux adolescents de courir. Peu après, ils se retrouvent dans un champ de barils de déchets toxiques qui avaient été submergés. Mais Julia insiste pour que les adolescents continuent malgré la menace de contamination, sachant que l'assassin est toujours derrière eux. La famille marche dans l'ancien fond de l'océan, passant devant des piles de plastique et d'autres déchets jetés par les humains. En peu de temps, Julia réalise que Ben est sévèrement déshydraté et lui donne les dernières gouttes d'eau. Cassie fait un malaise, convaincue qu'il n'y a aucune chance de survie, mais Julia ordonne à tous de continuer. Finalement, ils trouvent l'épave d'un avion qui s'est écrasé dans la mer il y a longtemps et rampent à l'intérieur pour se reposer. Julia examine la dernière photo de la famille et se souvient de son première rencontre avec Tom qui a eu lieu à l'hôpital où elle travaillait. Tom avait été emmené là-bas en raison de la maladie de décompression après une plongée ratée. Les adolescents pleurent en se souvenant de leur père et lui disent leurs derniers adieux. La nuit, il s'est réveillé par un bruit et sort pour s'asseoir près de l'avion. Sortant de l'obscurité, l'assassin se rapproche de C sans savoir que la fille servait d'appât. Lorsqu'il se prépare à l'attraper, Julia l'embusque en le poignardant avec un couteau. À l'aube, la famille se prépare à poursuivre son voyage, seulement pour découvrir que le corps du sinistre a été dévoré, un signe qu'une menace encore plus dangereuse que les humains rôde dans le désert. Ils poursuivent leur chemin. Julia consulte la carte lorsque Ben se précipite soudainement en avant. Sa mère lui crie d'arrêter, mais le garçon se jette dans une flaque salée et réussit à boire quelques gorgées. Julia le traîne loin, mais le garçon tombe malade peu
peu après. Ils trouvent quelques chaises en plastique et construisent un abri improvisé contre le soleil. Soudain, Julia entend des bruits étranges et sort pour enquêter, réalisant un nouveau danger. Elle réveille les adolescents et ils commencent à courir. Peu après, ils aperçoivent un grand navire au loin, entouré de conteneurs renversés et de quelques personnes errant. Julia crie à l'aide, mais les personnes, voyant des milliers de crabes géants s'approcher, courent vers un conteneur et ferment les portes, ignorant leurs appels à l'aide. Les trois montent dans un conteneur, mais les crabes réussissent à blesser Julia à la jambe. Malgré cela, Julia, Cassie et Ben regardent du sommet tandis que les crabes pénètrent par une fente dans les portes, tuant tous ceux qui étaient à l'intérieur, malgré leurs efforts pour se défendre. Julia attache un foulard à sa jambe et s'évanouit. Le lendemain matin, elle se réveille seule, terrifiée, et appelle les adolescents, mais découvre vite que les crabes sont partis et que les adolescents sont descendus chercher de la nourriture et des armes. Julia cautérise sa blessure, tandis que Ben examine les armes trouvées et cherche parmi les conteneurs. Il trouve une petite quantité de nourriture et d'eau dans la poche de l'un des morts. Julia trouve une radio et entre en contact avec Nuto. Il répond en expliquant qu'il a également été attaqué par des arthropodes des profondeurs marines. D'après ses observations, la mer reviendra bientôt et c'est pourquoi les créatures sont émergées. Julia supplie pour qu'il sauve ses enfants, mais elle ne sait pas où aller car elle a perdu la carte. Nuto lance un signal lumineux et Ben voit la direction, ce qui pousse la famille à courir vers lui. Bientôt, ils aperçoivent un sous-marin jaune au loin, mais atteindre celui-ci est difficile en raison du terrain accidenté de l'ancien fond marin. Cassie n'aime pas la manière dont sa mère parle de sauver les adolescents, mais Julia refuse de répondre et continue de pousser la famille en avant. Ils sont forcés de traverser un canyon contaminé par des déchets toxiques. À un moment donné, ils sont pris dans un glissement de pierre et Julia finit par se séparer des adolescents. Elle leur ordonne de continuer, mais Si refuse. Julia supplie pour qu'ils sauvent son frère. Si et Ben parviennent à sortir du canyon et arrivent au sous-marin, mais il n'y a personne à l'intérieur. Soudain, Nuto, gravement blessé, apparaît derrière le bateau. Il admet qu'il n'a aucune chance de survivre et ordonne aux adolescents de monter à bord. Cependant, Cassie revient chercher sa mère qui lutte contre les crabes alors que ses munitions sont presque épuisées. Cassie grimpe la barrière de roche et étend la main à sa mère. Elles parviennent à rejoindre le sous-marin juste au moment où les crabes envahissent, tuant Nuto. La famille monte à bord et à ce moment, une vague de l'océan apparaît à l'horizon. Le haut soulève le sous-marin et le traîne sur les rochers, tandis que Julia observe tout ce qui s'est passé ces derniers jours défiler devant ses yeux. Elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveille, elle réalise que le sous-marin est arrêté. Julia ouvre la trappe et la famille sort seulement pour découvrir une ville en ruine, emportée par la vague, clôturant ainsi Survive, un film de science-fiction, horreur et action de 2024. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.